On s'est posé la question, donc on l'a dit, M. Chanet l'a dit tout à l'heure, à Granson, le Trésor, à Montrat, l'armée, et à Nancy, sa vie. Et donc, c'était le moment peut-être de s'intéresser à ce René II, duc de Lorraine, et je laisse la parole à un Lorrain qui vient tout spécialement nous en parler. Mesdames et messieurs, chers amis, puisqu'après tout, c'est bien une certaine fraternité d'armes et du type Lorraine qui nous réunit aujourd'hui. C'est en qualité de Lorrain que je me présente ce soir. Et c'est donc du point de vue lorrain que je vais vous parler des guerres de Bourgogne. Alors assurez-vous, cependant, les Suisses ne seront bien sûr pas oubliés. Et je vous propose de commencer tout de suite par les personnages. L'un, Charles le Valois, quatrième et dernier duc de Bourgogne, rêvait de se tailler un royaume à la mesure de son personnage, immense et richissime. Appelons-le le roi noir. Vous pourrez constater que le portrait de Burmand, d'ailleurs, est assez éloigné de ce portrait de Charles, qui date, lui, de 1474, NBA signifiant Musée des Beaux-Arts de Dijon. L'autre, René II de Vaudémont, duc de Lorraine, issu de la maison d'Anjou par sa mère, n'aspirait qu'à maintenir l'indépendance de son duché. À lui, la figurine du roi blanc. D'un côté, le prince le plus puissant de la chrétienté, à qui les ambassadeurs donnaient du hardi et du grand-duc d'Occident. Il faut savoir que son surnom péjoratif de téméraire ne s'imposera qu'au XIXe siècle. De l'autre, l'héritier d'un domaine aux allures de puzzle, ou, pour rester sur le jeu d'échecs, un roi blanc à qui l'on aurait interdit l'accès aux cases foncées. Je vous montrerai une carte. L'as, c'était les cases claires de l'échiquier, les seules que le Lorrain possédait en propre, que son voisin le roi noir convoitait. Que manquait-il donc à cet homme qui, si les cartes de visite avaient existé à son époque, aurait fait imprimer sur la sienne les mentions, je vous lis, duc de Bourgogne, Brabant, Limbourg, Luxembourg, comte de Flandre, Artois, Bourgogne, Hainaut, Hollande, Zélande et Namur, margrave, c'est-à-dire marquis du Saint-Empire romain, seigneur de Frise et de Malines. Bien, à la fois tout et peu de choses. Tout, car pour être comblé, Charles avait besoin de réunir les terres disjointes de son duché, que d'aucuns dénommeraient 5 siècles plus tard sa tentation lotharingienne ou carolingienne, ça dépend des sources. Soit au sud, les deux Bourgognes et la Haute-Alsace, au centre, le Luxembourg, et au nord, grosso modo, la Belgique et les Pays-Bas actuels. Peu de choses, puisqu'il lui suffisait en somme de s'assurer la maîtrise du dernier carré d'herbe encore libre entre ces pays de par-deçà et de par-delà, pour que le projet qu'il caressait depuis son intronisation en 1467 se réalisât. On l'aura compris, Charles avait lui aussi un vaste puzzle à terminer l'Assemblée, et en 1473, il n'avait plus qu'à mettre la main sur une pièce, le duché de Lorraine, et la partie serait gagnée. Alors il y avait bien ce petit duc, ce René II, qui faisait mine de se dresser sur ses ergots, lorsque ses conseillers lui parlaient de l'avantage qu'il aurait à se placer sous la protection des Bourguignons. René II avait déjà guerroyé en Italie contre les Aragonais pour la cause de la maison d'Anjou, mais il en fallait plus pour contrecarrer les ambitions du hardi. Lui, c'était le lion rugissant et bondissant, toute griffe dehors, qu'il arborait sur ses armes. Autre chose que les 3 alérions, ces aigles sans bec ni serre dont le duché de Lorraine avait fait son emblème. Et voici. Duché de Lorraine, les 3 alérions. Une rencontre fut donc organisée à Luxembourg à l'été 1473. Or, force est de constater que du haut de ses 22 ans, René II, l'enfant, comme Charles le surnommait avec un certain dédain, ne fit pas grande impression sur son aîné. Qui se serait risqué à miser un denier sur ce Lorrain, aux yeux clairs et à la peau pâle, si frêle comparé à Charles, son teint mat, son regard sombre, c'est le sang portugais de sa mère qui parlait, et son coup de taureau. Personne, parmi les observateurs du temps, et surtout pas le roi de France Louis XI, qui malgré la haine viscérale qu'il vouait à son cousin, encombrant cousin, haine largement partagée,
abandonna René II à son sort, sans l'ombre d'un remords, quand celui-ci vint quémander son appui et son argent. Louis XI, l'universel araignée, comme on l'appelle en France. Livré à lui-même, résigné, le jeune duc de Lorraine courba l'échine, la rage au cœur. Le 15 octobre 1473, la Lorraine devenait protectorat bourguignon, avec droit de passage des troupes du Hardy, à travers le duché de Lorraine et cession de plusieurs places fortes. Charles savait qu'en l'obligeant à accepter un vasselage en bonne et due forme, pour éviter l'invasion de son duché, venait de faire de René II son ennemi juré. Mais pourquoi à l'époque s'en serait-il inquiété? Et puis, peu à peu, le vent de l'histoire tourna. Charles s'était rendu maître de la Haute-Alsace en 1469, qui avait jeté les villes de Bâle, Mulhouse et Strasbourg dans les bras de Berne et la grande puissance militaire locale. Les prétentions royales du Hardy, sa politique agressive sur le Rhin et le Rhône, finirent par exaspérer tant le roi de France, dont il était, il faut le rappeler, toujours le vassal, même s'il avait donc des ambitions d'indépendance, que l'empereur Frédéric III, les grandes villes alsaciennes, que la confédération des 8 cantons suisses, qui se lièrent contre Charles à la Pâque de 1474. 20 longs mois avaient passé depuis la rencontre de Luxembourg entre René et Charles s'était embourbé littéralement depuis le mois de juillet 1474, dans le siège de Neuss, par lequel il cherchait à obtenir un protectorat stratégique sur le Rhin. Il se trouvait donc en Rhénanie du Nord, très loin de l'Alsace et à l'extérieur de sa sphère d'influence. René II sentit alors qu'il tenait sa chance. Le 9 mai 1475, ayant conclu en secret un traité avec Lyon, la Charte l'été précédent, l'enfant rompait avec son protecteur et forçait la porte du Luxembourg. Il y était encore lorsque, au mois de septembre, un message lui parvint. Louis XI l'avait une nouvelle fois lâché. Aussitôt, René II enfourcha sa monture et courut trouver le roi de France. Le 26 juin, le Bourguignon levait le siège de la forteresse de la place forte de Neuss après des pourparlers honorables. Un an de siège coréen. Aussitôt, deux armées bourguignonnes, 40 000 hommes, l'une arrivant du nord, l'autre du sud, fondées sur le duché de Lorraine, qui n'avait guère plus que sa fierté à leur opposer. Les deux mâchoires de l'étau se refermèrent sur Nancy le 24 octobre 1475, sans René II, mais en présence de Charles, qui planta sa tente aux abords de la ville. La cité ducale se rendit le 25 novembre, après un mois d'un siège éprouvant. Charles séjourna 2 jours entre ces murs, pas un de plus. Le temps de réaffirmer son autorité sur la Lorraine, il reprenait la route en direction du Pays de Vaud, où son allié, le duché de Savoie, avait maille à partir avec les Suisses, bien décidé à couper les côtes du Jura, par où transitaient en nombre les mercenaires italiens et surtout milanais. Tour à tour, Granson, Échallens, Orbe, Jougne tombaient entre les mains des Berlinois. Et, je ne vous apprendrai rien, ce fut le revers de Granson, où Charles subit une déroute plus humiliante et coûteuse le 2 mars 1476, 300 Bourguignons tués, et ce fut Morat, où là, son armée se fit étrier le 22 juin 1476, puisqu'on estime à 12 000 le nombre des pertes bourguignonnes. René II y était. Le panorama peint par Louis Braun en 1894 fait foi dans ce jour mémorable. L'enfant chargea les Bourguignons à la tête de 1800 chevaliers lorrains. Là, je ne peux pas résister à l'envie de vous le montrer. On ne demandera pas les droits. Donc là, vous avez René II, et derrière lui, la cavalerie lorraine, où vous retrouvez le blason lorrain, et avec ses 3 alériens. René II, qui avait été adoubé, c'est-à-dire armé chevalier avant la bataille, lui-même son destrier tué sous lui durant les combats. Et l'on se souvient que les Suisses lui firent cadeau au soir de la bataille de la tente de Charles. Cela étant, si René II se jeta en personne dans la mêlée, il fut nullement sollicité par les confédérés, et on sait qu'il fallait même arriver en retard.
Avant ce jour, il n'y avait jamais eu aucun contact politique, diplomatique ou militaire entre le duché et les cantons. Disons-le, la Confédération se désintéressait totalement de la Lorraine. Son seul but était de rendre plus sûrs les axes commerciaux Genève-Lyon et Bâle-Rhénanie. Il convient donc de rectifier la légende. René II n'a pas été accueilli à bras ouverts par les confédérés. Pendant ce temps, en Lorraine aussi, la situation s'envenimait. À peine Charles s'en était-il allé que les bandes insurgées s'étaient levées aux quatre coins du duché, contre lesquelles les 2000 mercenaires mal payés par le Bourguignon montraient peu d'entrain à lutter. Début septembre 1476, de retour sur ses terres, René II, ragaillardi comme galvanisé par les récents événements, mettait le siège devant Nancy. Les Strasbourgeois, autant dire des Allemands pour les oreilles bourguignonnes, formaient le gros de ses effectifs. Charles Hugo cavalé, Nancy était perdue. Le 7 octobre, la ville avait ouvert grand ses portes à son duc. Déjà fouetté dans son orgueil, le hardi ne se contint plus. Puisqu'il en était ainsi, les Lorrains subiraient toutes les conséquences de sa rancœur. Dès le 25 octobre, 20 000 Bourguignons investissaient Nancy, son troisième siège en moins d'un an. À cette date, René II était déjà reparti, sillonnant l'Alsace et bientôt les 8 cantons suisses, en quête de troupes fraîches. En son absence, la défense de la cité ducale fut assurée par 2000 hommes d'armes. Le siège s'annonçait long et difficile, à condition que les murailles de Nancy, bien sûr, résistassent à l'artillerie ennemie rassemblée en nombre. Charles voulait faire vite, son prestige, clé de voûte de l'édifice bourguignon, était en jeu. Enfin, le 26 décembre, René II revenait accompagné de 9000 miliciens et mercenaires. Les Alsaciens avaient répondu à son appel, les Suisses, nous ne l'aurons pas, à celui de l'argent, 1 million de florins, que leur promettait le roi de France, soudain revenu à de meilleurs sentiments pour les libertés lorraines, ou, flairant l'opportunité, c'est cela. Dans les faits, le Lorrain rentrait donc au pays avec une majorité de Suisses dans son armée. Non pas des alliés, mais des mercenaires, lucernois, bernois, saulerois, schwitzois, zurichois, tous soldés par le roi de France lui-même. Une phrase nous est restée, point d'argent, point de Suisse, était écrit par Racine dans les Plaideurs en 1668. Je vous laisse apprécier. Le 3 janvier 1477, l'armée de René II se doublait encore des 9000 Lorrains accourus à sa rencontre. Avec le froid, la faim et la maladie s'étaient entre-temps installés dans le camp bourguignon, privés de son ravitaillement par l'insécurité qui régnait sur les routes. L'armée du Hardy, encore hier la première d'Europe, était aux abords. Charles, bien sûr, n'ignorait pas qu'un fort parti lorrain se dirigeait vers lui, ni qu'il lui fallait prendre les devants. Il ne redoutait pas la bataille, il la désirait. Il attendrait René II de pied ferme et en race campagne, ses positions préparées. Pour la stratégie, Nancy est un décalque grossier et presque absurde de Morin. Ce jour-là, devant Nancy, le Hardy c'est la belle et bien la place au Ténéré. Dimanche 5 janvier 1477, veille de la fête des rois, sitôt la messe célébrée, les Lorrains et leurs alliés quittaient Saint-Nicolas-de-Port, encore enveloppés de brouillard en cette fin de nuit glaciale. Je vous présente la basilique Saint-Nicolas-de-Port, qui a été érigée sur l'ordre du duc René II en commémoration de la bataille de Nancy. Saint-Nicolas étant le saint patron des Lorrains, et chaque année un pèlerinage catholique se tient encore à cette basilique. Vers 9h, aidé par la neige qui tombait à présent à gros flocons, René II et sa troupe contournaient à couvert les positions bourguignonnes. Son ordre de bataille nous est connu, un premier corps de 8400 fantassins suisses et alsaciens, coulevriniers et piquiers, et de 1600 cavaliers, commandés par Guillaume Harter, un vétéran de la bataille de Morin. Un deuxième corps de 800 cavaliers entourait le duc, et de 4000 fantassins et cavaliers alsaciens. Enfin, un troisième corps, placé en arrière-garde, de 3000 hallebardiers suisses. 15 bombardes flanquaient le centre.
Le plan de René II, fixé par une attaque de cavalerie, la cavalerie de son adversaire, et envoyé l'infanterie. Fidèles à eux-mêmes, les Suisses l'avaient prévenu qu'ils s'élanceraient sans attendre. Leur fougue faisait son affaire, leur mot d'ordre, pas de quartier, aussi. La rupture de l'aile droite des Bourguignons dépendait de l'effet de surprise, du choc provoqué par leur irruption. Après, c'était à lui, à sa garde rapprochée, de piquer droit au centre et de neutraliser les canons avant que l'ennemi eût le temps de les retourner. Il pouvait être 11 heures, le soleil venait de faire son apparition, quand l'avant-garde lorraine déboucha du bois au galop. Aussitôt, la cavalerie bourguignonne fonça sur elle au cri de « Vive Bourgogne !» S'ensuivit un court moment de flottement, vite interrompu par les trois lugubres coups de corne des cantons d'Uri et d'Unterwald, annonciateurs de la charge furieuse des Suisses. Les Bourguignons les connaissaient trop bien depuis 1476. Comme une lame de fond submerge tout sur son passage, salve de coulevrine et coups de pique plurent sur l'aile droite, qui ne tarda pas à se disloquer. La débâcle se profilait. Le Hardy tenta bien de se réorganiser au centre, mais la poussée l'obligea à virer vers son aile gauche. L'artillerie bourguignonne avait été réduite au silence. L'attaque de l'aile gauche respecta le même scénario. Allait-on assister au duel des deux ducs? Non. Ayant reçu 3 blessures aux jambes, Charles dut se résoudre à fuir le champ de bataille. Dans le repli, lui et les survivants de son escorte furent rattrapés aux abords de l'étang Saint-Jean. Frappé, on ne sait avec certitude par qui, d'un ultime coup qui lui fendit le visage en deux, le dernier duc valois expira face contre terre, dans son sang, la neige et la boue. Du moins, se défendit-il avec toute l'ardeur qui justifiait sa réputation. Sur la plaine, le massacre avait déjà commencé, il durerait jusqu'à l'aube. La dépouille de Charles fut retrouvée le surlendemain, son corps nu, pris dans la glace et en partie dévoré par les loups. J'ai choisi pour illustrer ce petit passage le tableau d'Auguste Feyen-Perrin, qu'on peut voir aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Nancy. Il est plus réaliste que le tableau que peut-être vous connaissez d'Eugène Delacroix, qui se trouve également au musée des Beaux-Arts de Nancy, mais qui est plus artistique, dirons-nous. Ce tableau se rapproche davantage de Braun ou bien sûr de Burnand dans l'idée. Là, nous sommes vraiment dans un tableau à vocation artistique. Il y a toujours des interrogations concernant le corps du téméraire. Certains disent qu'il aurait été identifié parce qu'effectivement leur corps était dénudé, puisque les pillards, déjà les soldats puis les pillards avaient récupéré tout ce qu'ils avaient pu. Charles n'allait pas à la bataille sans ses dagues, ses talismans, ses bijoux. Donc, pour certains, on aurait identifié Charles grâce à ses ongles manucurés et pointus. D'autres par différentes blessures qu'il avait sur le corps, dont une blessure à la jambe qu'il avait reçue à la bataille de Montlhéry, 10 ans plus tôt. Une autre version veut qu'il ait été infligé d'une fistule pénienne et que c'est ainsi qu'il l'aurait connu puisqu'il était nu. La nouvelle de sa mort, parvenue à Louis XI 4 jours plus tard, fut confirmée à la cour de Bourgogne que le 25 janvier, 3 semaines après les combats. Le roi de France, on imagine exultant à cette nouvelle, fit aussitôt avancer son armée vers les États de Bourgogne et occupa le Barrois, qui se situe à l'ouest de la Lorraine, était un duché indépendant mais que René II récupéra, et la Picardie. Mais Louis XI alla trop loin, et pour se prémunir contre lui, Lorrains et Suisses prêtèrent allégeance à l'empereur Frédéric III. Les Suisses, n'ayant jamais été payés, se retirèrent de la Franche-Comté et ne conservèrent qu'une poignée de bailliages dans le pays faux. Ainsi prirent fin les guerres de Bourgogne. Pour ce qui est des rapports entre le duché de Lorraine et les cantons suisses, fait est qu'ils se tendirent bientôt, essentiellement pour des questions de récompense, et l'alliance voulue par René II avec la Confédération échoua. En 1487, revenant de France où ils avaient servi dans les armées de Charles VIII, le fils de Louis XI, les Suisses dévastèrent les Vosges, aux grandes dames de René II.
Celui-ci sut toutefois les remercier, en 1496, de ne pas avoir donné suite aux demandes formulées par la ville de Metz, ville libre d'Empire, qui était en conflit permanent avec le duché de Lorraine. Aujourd'hui, Metz est la deuxième grande ville de Lorraine. Par la suite, les ducs louèrent les services des mercenaires suisses, comme toutes les têtes couronnées d'Europe. Et c'est en tant que civils que de nombreux Suisses devaient s'établir en Lorraine à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, invités par les ducs à repeupler ces terres après la terrible guerre de 30 ans. On témoigne aujourd'hui encore dans le département de Meurthe-et-Moselle, le lieu-dit Petite Suisse Lorraine. Ici est donc le premier monument érigé à l'endroit de la bataille de Nancy, qui a depuis été retiré pour être installé dans la cour du musée Lorrain de Nancy. Et ceci est le monument actuel, très beau monument, qui part d'écho, inauguré en 1928, et qui est censé se trouver à l'endroit exact, en réalité il y a toujours des doutes, mais à l'endroit exact où le corps de Charles aurait été retrouvé. Cette place, qui s'appelle aujourd'hui la place de la Croix de Bourgogne, était à l'époque l'étang Saint-Jean, un marais qui depuis a été canalisé, qui passe les ruisseaux qui passent en dessous. Et à l'arrière, je n'ai pas eu l'intelligence de le photographier, mais vous trouvez également un remerciement aux Suisses, en tableau mosaïque. Et donc derrière, dernière illustration, c'est donc cette statue équestre de René II, puisque nous n'avons pas de portrait aussi réaliste que pour Charles. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. En guise de conclusion de cette longue soirée, une question se pose, est-ce que le 5 janvier 1477, c'était la fin de la Bourgogne? On peut en douter si l'on juge que la fille de Charles le Téméraire, Marie, va être la grand-mère d'un autre Charles, Charles V, Charles Quint, qui va être l'empereur, l'un des plus puissants monarques de l'Europe. Monsieur le Président, on a terminé. So, wir sind am Ende unserer Veranstaltung. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, auf Ihre Präsenz. Das war ein Vergnügen für uns. Je remercie tous les intervenants. Je remercie M. Chan. Je remercie la commune de Morat pour son accueil. Et merci à Marc pour tout ce que tu as fait pour ce thème. Merci à la Poste. Et puis, je vous convie à l'apéritif qui sera au rez-de-chaussée dans les caves. Je ne sais pas comment on dit, la cave, de ville. Restons au rez-de-chaussée, il y a plein de d'escalier. Merci beaucoup et à tout à l'heure.